petit à peine majeur en 2014 crée une application en pleine guerre pour sauver des vies. Israel Under Attack, une appli devenue la fameuse Red Alert et qui permet de savoir quand et où une frappe ennemie peut toucher Israël. C'est une appli qui a été revendue pour plusieurs millions d'euros à une société israélienne. Et 10 ans plus tard, 7 entrepreneurs devenus experts en renseignement gèrent aujourd'hui une société spécialisée dans l'imagerie satellite, vendant ses données à plusieurs États dans le monde. Ancien soldat de Tsahal, il connaît donc les coulisses de la sécurité israélienne. Et aujourd'hui, alors que l'Iran et Israël se livrent une guerre sans merci, il est l'une des rares voix capables finalement de décrypter la part décisive de la technologie dans ce nouveau champ de bataille. On a le plaisir de l'accueillir en visio, en direct ce matin. Samuel Cardillo, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, beaucoup. bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel, ce matin. Vous avez conçu à 19 ans, il faut le dire, avant de parler de l'actualité quand même, après un passé de hacker adolescent, une appli qui a sauvé des dizaines de milliers de vies pendant les différents conflits en Israël. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de l'impact que vous alliez avoir ? Non, j'avais l'envie d'avoir un impact, mais j'avais pas conscience qu'il y aurait cet impact. Mais je suis heureux qu'il y ait eu, en tout cas. Alors bravo en tout cas pour ça, Samuel. Alors on parle de cette opération israélienne contre l'Iran qui a été qualifiée de chirurgicale au début, presque silencieuse. À quel point la technologie justement a-t-elle été décisive dans le succès de cette opération selon vous ? Énormément, parce que sans la technologie, la capacité d'Israël de plier, entre guillemets, l'Iran dans la première nuit de l'attaque, elle n'aurait pas été de la même manière, elle n'aurait pas été similaire. La technologie, elle a permis de rendre inopérants la plupart des systèmes de défense antiaérienne iraniens. On a aussi vu l'utilisation de drones, etc., depuis l'intérieur de l'Iran. Ça, c'est des nouvelles technologies et aussi une évolution du champ de bataille via les technologies qui rendent entièrement le champ des opérations différent de ce qu'on est habituellement sujet à devoir. Donc clairement la technologie a joué énormément sur nos capacités, la capacité israélienne de toucher l'Iran et le régime iranien de l'intérieur. Alors ce qu'on sait, c'est que des agents du Mossad auraient infiltré l'Iran. On a vu ces images vidéo de surveillance des semaines déjà en amont, voire peut-être même des mois. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, à l'ère des satellites justement, de se dissoudre entre guillemets physiquement dans un pays qui devrait être très surveillé, Samuel ? Ça dépend de chaque pays est un peu différent. Ici, il faut pas oublier que au niveau iranien, Israël jouit aussi je pense, d'une collaboration assez intense de la population iranienne, qui pour la plupart est anti-régime. Et donc du coup, je veux dire, se dissoudre dans la masse, etc., c'est un peu plus facile, bien entendu, avec la collaboration du peuple. Excusez-moi. Mais oui, même avec actuellement les images satellites, etc., il est toujours possible de mener à bien des opérations d'infiltration, etc. Il y a la guerre technologique, évidemment, mais aussi celle qui est menée par le renseignement humain. Aujourd'hui, l'une ne peut plus fonctionner sans l'autre et inversement. Les deux sont très importantes, Samuel. Exactement. Dans le renseignement, on utilise une panoplie d'outils et la technologie, elle en fait partie comme l'humain en fait partie. En fait, l'humain est un outil dans le renseignement. Et donc aujourd'hui, en effet, la technologie et l'humain sont deux choses qui sont inséparables pour mener à bien une opération. Et encore une fois, on l'a vu là avec ce qui vient de se passer. On l'a vu surtout le 7 octobre 2023, Israël qui a sous-estimé la puissance du renseignement humain au profit de la puissance technologique. Exactement, tout à fait, c'est ça, exactement. Alors, on parle d'opérations coordonnées aussi, ça c'est intéressant et vous pouvez peut-être nous en dire davantage, de pays qui aident Israël en silence, malgré les condamnations apparentes sur la scène politique internationale. Est-ce qu'il y a des États clés qu'on ne soupçonne pas, peut-être, qui aident Israël en coulisses ? Énormément. Alors, et c'est assez impressionnant d'ailleurs de voir cette coalition entre guillemets non officielle qui s'est formée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas très connu, mais c'est pas quelque chose qui est secret non plus. Faut savoir que il y a des bases américaines qui sont placées un peu partout au Moyen-Orient. Ces bases américaines sont actives via l'autorisation des gouvernements qui hostent, donc qui hébergent ces bases. Et on en trouve en Turquie, on en trouve au Qatar, on en trouve au Bahreïn, on en trouve aux Émirats, en Arabie Saoudite, etc. On en trouve aussi au Pakistan.
Donc aujourd'hui, on a des pays qui, on pourrait croire, sont ennemis d'Israël, surtout via les déclarations publiques qui sont faites, mais qui en privé ont d'autres intérêts, on va dire ça comme ça, et aident Ouais. Israël. Et du coup, on se retrouve dans une situation assez incroyable parce qu'on a eu par exemple des vols pakistanais au niveau de la frontière du Balochistan pour récupérer des informations sur l'Iran et les renvoyer à Israël. Donc on nage un peu dans du surréel, dans du surréaliste, parce qu'on fait face à des alliés qui n'étaient pas prévus. On va dire ça comme ça. Ouais, mais c'est vrai, donc on est face à des postures. Quand on entend les condamnations de la Turquie, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, tout ça, ce sont des postures, en fait, finalement, Samuel. C'est que des postures qui doivent être faites de manière publique par rapport à leur population et par rapport à d'autres choses. Mais bon, la politique et le renseignement, c'est aussi des niveaux assez élevés de jeu d'échecs, on va dire ça comme ça. Donc, en effet, ce sont des postures. En privé, les situations sont totalement différentes. Moi, je suis basé à Dubaï, je reste beaucoup avec le gouvernement émirati, etc. Voilà, il y a des façons de penser publiques qui sont totalement différentes que celles du privé. Ouais. Alors justement, c'est intéressant, on va faire une petite parenthèse et revenir à la guerre entre Israël et l'Iran. Vous vivez à Dubaï, vous l'avez dit, les Émirats arabes unis qui ont normalisé leurs liens avec l'État d'Israël en 2020 grâce aux accords d'Abraham. Là, on attend peut-être une normalisation avec l'Arabie saoudite dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette normalisation? J'y crois à 100%. Je vais 2 fois par an en Arabie Saoudite, justement, pour rencontrer des personnes clés. Ce qui me permet du coup d'avoir une bonne vision plus ou moins de ce qui se passe dans certains secteurs, on va dire, gouvernementaux là-bas. Je pense qu'il y a une vraie volonté de normaliser les choses. Mais non, malheureusement, via la situation qu'il y a autant à Gaza que en Judée-Samarie et là en Iran, ça pose un peu souci parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite, elle est sur 2 niveaux. C'est-à-dire qu'elle a le niveau où elle travaille un peu contre sa population pour la séculariser de plus en plus. Il faut savoir quand même que la population saoudienne, elle reste quand même très conservatrice, etc. Et ça commence à changer, mais il y a un travail Ouais. nécessaire. Et en fait, on ne peut pas amener d'un coup le sujet Israël pendant des guerres aussi intenses à une population qui est encore un peu, voilà, qui est encore un peu dans l'extrême. Donc en fait, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais il y a une vraie volonté au niveau étatique de le faire, ouais, et ça se fera. Alors, on revient à la guerre entre Israël et l'Iran. On s'interroge aussi sur la position des États-Unis, position toujours un peu indécise de Donald Trump, qui parle de négociations, puis ensuite de frappe directe. On a un peu de mal à le suivre. Quel rôle jouent les États-Unis dans cette guerre, selon vous? Puisque là, on attend, hein, apparemment, avec leurs bombes superpuissantes, qu'ils frappent la centrale nucléaire de Fordo. Selon vous, quel rôle jouent-ils? Alors, les États-Unis, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont dures à suivre. Maintenant, il faut savoir qu'elles aident énormément en termes de renseignement, et ça depuis le début, autant avant le début des opérations jusqu'à aujourd'hui. Donc, en termes de renseignement, ça a été des partenaires sans, voilà, ils sont incroyables. Maintenant, en termes de partenaires d'attaque, il est clair qu'on se trouve face à voilà, c'est impossible un peu à dire. Tout tend à montrer et à démontrer que les États-Unis vont se joindre à l'opération en utilisant cette bombe qui permettrait de pénétrer dans les installations nucléaires et les détruire, les installations nucléaires iraniennes. Mais non, il faut savoir que le gouvernement israélien, du coup, a dû prévoir, vu en effet l'imprédictabilité Oui. de Trump, une stratégie pour pouvoir le faire eux-mêmes. Alors aujourd'hui, c'est quand même assez fou que Israël n'ait pas la capacité de le faire elle-même de base, et qu'il faut trouver des moyens détournés. Mais voilà, donc on se retrouve quand même une situation où est-ce que les États-Unis vont frapper ou non, on ne le sait toujours pas. On dirait, on est à 95%, je dirais, où les États-Unis vont se joindre. Mais la nature de Trump fait que Il y a c'est un toujours un peu doute. compliqué de dire oui. Voilà, c'est ça. Mais alors, ce que vous dites, justement, c'est intéressant. Finalement, Israël dépend des États-Unis. Vous trouvez ça fou que Israël n'ait pas encore acquis de bombes capables de perforer justement les souterrains iraniens, par exemple? À 100%, quand on a un Premier ministre qui va depuis des années aux Assemblées nationales, etc., aux Nations Unies, etc., pour parler de l'Iran, de la menace iranienne, et qu'on sait exactement ce qui se passe en Iran, et que les renseignements nous montrent à quel point c'est enfoui sous les montagnes, etc., je trouve ça incroyable
en tant qu'ancien israélien de l'armée israélienne, etc., incroyable de payer autant de taxes pour pas qu'on utilise nos taxes pour acheter ce genre d'armement et pour qu'on dépende justement après d'un partenaire qui aussi incroyable qu'il soit, qui nous rende du coup inopérants sur tous les plans, quoi. On peut pas agir de nous-mêmes. Alors on l'a dit Samuel, vous gérez aujourd'hui une société spécialisée dans l'imagerie satellite avec la destruction de sites balistiques, de centres de commandement en Iran. Est-ce qu'on peut dire que les capacités iraniennes de ce que vous voyez vous aujourd'hui sur les images sont réellement amoindries? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est vrai qu'Israël a détruit près de la moitié justement des capacités balistiques de l'Iran? Alors, savoir le nombre exact de capacités balistiques qui a été détruite, c'est compliqué parce qu'elles sont sous terre. Par contre, un truc qui est clairement visible via imagerie satellite, c'est la précision des attaques israéliennes. Aujourd'hui, vraiment, quasiment toutes les frappes israéliennes ont été d'une précision incroyable. Les capacités militaires qui ont été détruites sont clairement visibles et ont eu un impact énorme sur la capacité de riposte iranienne. Il faut savoir que donc après ça c'est une opinion personnelle basée sur nos analyses bien entendu, mais il est à mes yeux en fait les missiles balistiques existent toujours, il y a encore des stocks énormes, mais ils sont plus accessibles, c'est-à-dire qu'ils sont enfouis dans des tunnels qui ont été dont les points d'accès ont été entièrement détruits. Ensuite, avec les frappes précises que l'armée israélienne a faites et continue de faire, le réseau de commandement, on appelle ça un réseau C3, c'est un réseau de commandement parce que quand on donne un ordre de tirer, il faut que notre ordre puisse être porté au commandant sur le terrain, qu'il aille à des soldats qui puissent appuyer sur les boutons, etc. Toute cette logique de commandement, elle a disparu. Ou en tout cas, elle est devenue beaucoup plus compliquée à mettre en place et à gérer avec tous ces assassinats ciblés qu'il y a eu. Et donc, du coup, on se retrouve vraiment face à un Iran affaibli. Oui, bien entendu, il y a encore des tirs de missiles balistiques comme là, on vient de le voir. Ils font des dégâts parce que ça reste des missiles balistiques et que donc c'est très différent de roquettes. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on s'attendait. Il faut savoir que l'État d'Israël s'attendait à 5000 morts minimum dès le premier jour de l'attaque. Et on en est loin, oui. On en est très très loin. Bah alors ce qu'on voit quand même en Israël ce matin, c'est que l'hôpital Soroka de Beersheva a été visé de plein fouet. Miracle, oui. Par ailleurs, l'aile qui a été touchée a été évacuée 24 heures auparavant. Qu'est-ce que ça signifie aussi de ces tirs iraniens? Est-ce qu'ils visaient clairement l'hôpital? Est-ce que c'était un tir à l'aveugle? Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel? C'est difficile à dire. Alors, tout le temps à dire que c'est un tir à l'aveugle parce que clairement, quand on regarde les frappes iraniennes, il y en a beaucoup qui sont tombées vraiment au hasard sur des installations civiles. Maintenant, l'Iran a dit que eux, ils visaient le centre de renseignement de Beersheva. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai, mais qu'ils n'ont pas les capacités précises de cibler? Ça aussi, c'est une possibilité. Encore une fois, vu le réseau C3 qui s'est effondré, il faut aussi se mettre dans la tête et dans la peau des Iraniens. Faut savoir que du coup, jusqu'à maintenant, et c'est assez drôle d'une certaine manière, qu'à chaque fois qu'ils ont voulu tirer des missiles balistiques, il y a des énormes chances qu'il y a un avion israélien qui passe et qu'il détruise avant qu'il ait décollé. Et donc du coup, ils ont besoin de le faire rapidement. Et donc c'est aussi possible qu'ils disent bon, on va viser le centre de renseignement, mais ils vont tellement vite qu'ils prennent pas le temps de cibler précisément. Donc c'est un peu c'est de la spéculation, etc. On ne sait pas s'ils l'ont fait exprès ou non. Mais ça reste des attaques absolument, je veux dire, honteuses et mal faites, quoi. Pour nous, elles sont vraiment mal faites. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Samuel Cardillo, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Entrepreneur, on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux également. Votre nom sur Instagram, Samuel Cardillo, le domaine. Merci infiniment et à très bientôt.